Lundi matin, réunion tendue, personne n'est d'accord sur rien et un collègue débite son PowerPoint. Les gens soufflent, tout est trop ci, ou bien trop ça, on lui reproche même le mauvais temps, jusqu'à ce qu'il lâche « Vous m'épuisez ». Et que quelqu'un lui réplique « That's what she said !» Tout le monde a éclaté de rire. La célèbre petite phrase de Michael Scott dans la série The Office venait d'acheter la paix sociale. Dans la série, le personnage interprété par Steve Carell est incapable d'animer son équipe sans rire. Il leur envoie des blagues par mail et tourne n'importe quelle réunion en dérision, même et surtout quand ça parle de sujets sérieux. Alors d'accord, ce n'était pas fin, mais ça nous a permis de travailler. Et si tous les managers du monde étaient des Michael Scott ? Et si nous avions besoin de rire un peu pour travailler mieux ? Make sense ? Make sense. Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société. Un podcast de Schema Business School. Le rire est-il le propre du bon collaborateur ? C'est la question que j'ai posée à Amin Ezerwali. Il est professeur de comportement organisationnel et directeur du master spécialisé International Human Resources et Performance Management à Schema Business School. Cet homme a toujours le sourire et croyez-moi, ça ne l'empêche pas d'être pertinent. Bonjour Amin Ezerwali. Bonjour Kémine. Vous allez bien ? Ça va et vous ? Très bien, je vous remercie. On est là pour parler travail. Le mot travail a une étymologie qui plairait beaucoup au personnage de Dwight dans The Office, qui est toujours ravi de jouer un mauvais tour à ses collègues. Il vient du latin tripalium, un instrument de torture. D'où ma question, est-ce qu'on a toujours ri au travail ? On a toujours ri, on a toujours pleuré, on a toujours crié, on est rentré en conflit, on a géré ces conflits, on a été en frustration, on a vécu des moments de bonheur. Vous savez, les organisations sont des constructions sociales. Ça veut dire qu'il y a des individus qui interagissent les uns avec les autres. Et on ne peut pas imaginer des êtres humains interagir sans faire ressortir leurs émotions, sans avoir des attitudes qu'ils adoptent en dehors des organisations, sans savoir ces mêmes comportements. Ce n'est que le reflet de ce qui se passe dans la vie à l'extérieur du travail. Et donc, il est normal que lorsqu'on est au travail, entre guillemets, qu'on utilise une grande et une large palette d'émotions, d'attitudes, de comportements qui peuvent aller d'émotions positives ou d'humeur positive, comme l'humour, le rire, etc., à des choses beaucoup plus sombres et négatives, comme la frustration, la peur, et ainsi de suite. Alors pourquoi on s'en parle aujourd'hui plus qu'avant ? Est-ce que le succès de The Office, une caricature d'un bureau classique, peut-être trop classique, traduit une forme de perte de sens dans le travail qui serait devenue trop rigide et donc caricaturale ? Vous savez, Kevin, l'humour, en tant que tel, a été représenté dans le cinéma, dans les séries, depuis très très longtemps. Par exemple, moi, la première mémoire à laquelle je pense, ou le premier film auquel je pense spontanément, c'est Charlie Chaplin, Les temps modernes, qui déjà à l'époque, je rappelle le contexte, ce sont les années 30, c'est la Grande Dépression aux États-Unis, mais c'est aussi une organisation du travail, le taylorisme à grande échelle, le fordisme, avec une augmentation de la mécanisation, avec de la déshumanisation, avec la division du travail. Et déjà à l'époque, quelqu'un comme Charlie Chaplin, qui est vraiment génial, hein, il était avant-gardiste, il était vraiment en avance par rapport à son temps, et il montrait déjà les limites de ce type de fonctionnement. Et en quelque sorte, il apportait déjà une réponse à cette déshumanisation du lieu du travail et des entreprises en disant, regardez, l'humour peut venir apporter une certaine fraîcheur et on a besoin de traiter de l'humour. Pourquoi ? Parce que les organisations restent des constructions sociales avec des individus qui interagissent et ainsi de suite. Charlie Chaplin, évidemment, mais il y a aussi des références modernes. Vous prenez n'importe quelle série, que ce soit Parks and Recreation, que ce soit Mad Men. Mad Men est assez intéressant historiquement. C'est les années 60, un type d'humour très particulier. Que ce soit Suits, les avocats sur mesure. On a toujours essayé de dépeindre l'entreprise, l'organisation, le travail dans ces représentations cinématographiques, ou dans les séries, ou dans les sitcoms, où on s'amuse un petit peu, comme le fait Steve Carell avec le personnage de Michael Scott, de s'amuser un petit peu de la vie organisationnelle et de montrer, c'est peut-être ce qui fait aussi la popularité et le succès d'une série comme The Office, c'est l'aspect authentique. Alors oui, ça peut renvoyer à une certaine caricature,
Mais c'est pas tant l'humour qui est important, c'est l'authenticité des relations entre les différents personnages dans la série. Par exemple, sans spoiler, encore une fois, au fur et à mesure de la série, on va voir se développer, se nouer des relations très fortes entre les membres de cette petite succursale. Et c'est finalement cette dimension authentique qui va faire en sorte que la série va gagner en popularité. Petit détail, la série est populaire non seulement auprès des moins jeunes, mais surtout aussi auprès des jeunes. Tout le monde la regarde parce que autour de nous, on va systématiquement reconnaître un Dwight, un Michael, une Pam, un Jim et ainsi de suite. Ce sont des personnages auxquels on peut s'identifier très facilement. Et ça nous rappelle, encore une fois, l'aspect authentique du travail. Michael n'est pas parfait, Jim n'est pas parfait, Pam non plus, etc. C'est pas tant ça la question, encore une fois. La question c'est, est-ce que la série représente un aspect authentique du travail? Et la réponse c'est oui. Mais alors, si on s'intéresse davantage à l'humour au travail aujourd'hui, c'est peut-être parce que la recherche s'y intéresse aussi davantage? Une grande partie des recherches a suivi les tendances dès les années 80, avec une croissance dans les années 90 et 2000, autour de plusieurs thématiques. On a la thématique de l'humour, la thématique du rire, la thématique de l'amusement, du fun at work, et évidemment, la thématique et le questionnement contemporain du bien-être au travail. Encore une fois, on a vu des chercheurs de plusieurs sciences, que ce soit en psychologie, en sociologie, en linguistique, en études d'anthropologie, venir s'intéresser à cette question du travail et surtout de l'humour au travail, notamment sur le plan de la communication, sur le plan de l'intelligence collective. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on a une journée mondiale de l'humour qui est célébrée au mois de mai. On a même des entreprises qui offrent des formations en rigologie, en yoga du rire, et qui viennent offrir aux entreprises un environnement, une plateforme pour faire rire leurs collaborateurs ou pour former leurs managers. Et s'il y a ce type d'offres sur le marché, ça veut bien dire qu'il y a une demande par rapport au rire, par rapport à l'humour. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas en faisant de l'humour qu'on va venir régler des problèmes qui sont structurels au sein des organisations. Une organisation qui fabrique du mal-être à cause de l'organisation du travail ou à cause d'une mauvaise ambiance, les explications peuvent être nombreuses. Ça ne peut pas être résolu par de l'humour. Il faut d'abord régler les problèmes, les dysfonctionnements qui créent du mal-être pour pouvoir ajouter une couche d'humour. J'ai même entendu parler d'un Chief Happiness Officer. Qu'est-ce que c'est? Alors, le Chief Happiness Officer est la personne qui est censée créer de la happiness, de l'amusement, du bonheur au sein d'une organisation. Alors effectivement, ça n'a pas marché. Et la raison est simple, encore une fois, on ne peut pas venir apporter des réponses à des dysfonctionnements profonds dans les organisations avec une personne qui va donner l'injonction à tout le monde « Soyez heureux, montrez votre bonheur ». D'abord, il faut gérer ces dysfonctionnements organisationnels. Shibuya, yeah, yeah, Shibuya roll call. My name is Kevin. Yeah. That is my name. Yeah. They call me Kevin. Yeah. Because that's my name. Donc The Office est tellement authentique que ça nous permet de prendre un peu de recul et d'en rire. De rire de cette réalité trop vraie. Évidemment, les organisations sont des endroits où on ne peut pas empêcher les émotions. Enfin, il y a des organisations qui essayent de le faire, des organisations qui essayent de gérer, de modérer, voire de censurer l'émotion ou l'humeur ou le rire en particulier, parce que c'est l'objet et le sujet de la discussion qu'on a aujourd'hui. Mais c'est quasiment impossible. On peut mettre en place des codes, on peut mettre en place des valeurs, on peut même mettre en place des techniques, mais on ne peut pas empêcher l'être humain d'agir et de réagir tel qu'il l'est naturellement. Donc oui, la dimension authentique va rejaillir systématiquement. Alors après, tout le monde n'est pas égal face à l'humour, hein. Il y a certains qui vont savoir manier l'humour, l'utiliser à bon escient, et d'autres qui croient qu'en maniant l'humour, ils vont réussir à atteindre leurs objectifs, mais malheureusement, ils ne sont pas outillés pour. C'est le cas de Michael. Et d'autres qui croient que l'humour n'a pas sa place dans les organisations. Ok, alors censurer l'humour, c'est pas du tout la façon de faire de Michael Scott dans The Office. Lui, il est absolument incapable de concevoir son management sans y intégrer justement une dose d'humour ou de jeu. Il emmène même son équipe à la plage. Mais dans la vraie vie, on fait un peu pareil.
On fait des Secret Santa, des team building à coups de lancer de hache. Est-ce que tous les managers du monde sont devenus des Michael Scott? Alors, pas forcément. Des Michael Scott, il y en a partout. Et on a aussi des styles d'humour qui sont différents. La recherche scientifique vient nous rappeler que en fonction des gens qui nous entourent, lorsque l'on est manager, lorsque l'on est aussi leader, il faudrait qu'on sache adapter notre style d'humour à nos followers et au contexte. Ok. Mais alors, quels sont les bénéfices de l'humour au travail identifiés par la recherche, justement? Il y a plusieurs bénéfices. L'humour, le rire, et aussi l'humour de façon globale, a des effets positifs sur l'individu, la dimension mentale et la dimension physique. Donc, ça fait du bien. Ok. De rire, ça fait du bien d'être entouré de gens qui rient, mais qui rient avec nous, pas de nous. L'humour aussi a une vertu. Ça permet de souder les liens entre les individus, de renforcer leur capacité à collaborer et à coopérer dans le temps. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective? Y compris l'intelligence collective. D'abord, ça se traduit dans la communication. Regardez Kevin, moi, vous avez commencé l'entretien en me disant « je garde tout le temps le sourire ». Peut-être que je vous manipule, peut-être que c'est ma façon à moi de fluidifier la relation et d'engager une discussion qui, déjà au préalable, vous met dans les meilleures conditions pour me faire confiance, pour travailler avec moi. Ah, c'est donc ça, très bien. Continuez, je vous en prie. Ok. Et donc, pour revenir aux vertus de l'humour, il y a la dimension intelligence collective. On a des travaux récents qui montrent même le lien positif qui peut exister entre humour au travail, le rire y compris, et la créativité. Et évidemment, le sujet de l'humour est juste la face visible de l'iceberg. Le vrai thème qu'on est en train de discuter aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrive à créer des atmosphères dans les organisations, des atmosphères de travail, de l'ambiance, comme disent les jeunes aujourd'hui, qui vont favoriser ce type d'interaction pour que les gens se montrent sous leur visage authentique, pour qu'on puisse les découvrir tels qu'ils sont, sans se cacher, sans se censurer, sans modération. Et qui va favoriser, encore une fois, cette dynamique positive. Et la vraie question qu'on est en train de traiter, c'est la question du bien-être au travail. Est-ce qu'on arrive réellement à créer des environnements qui sont positifs pour les collaborateurs pour pouvoir s'épanouir? Blood alone moves the wheels of history. Mais alors, l'humour au travail a changé de forme. Avant, on était comme Pam et Jim dans The Office, on se chuchotait des bêtises. Aujourd'hui, on s'envoie des gifs de Michael Scott. Quelles conséquences peut avoir cette invisibilisation du rire? Alors, Kevin, ce n'est peut-être pas une invisibilisation. Bien évidemment, on a vu l'arrivée des nouvelles technologies en entreprise, des outils digitaux. Il y a aussi eu l'impact très fort de la pandémie du Covid sur les organisations et sur les collaborateurs avec la démocratisation de l'utilisation du télétravail, ce qui a challengé un petit peu cette notion de travailler au bureau. D'accord? Donc, et le temps et l'espace ont été bouleversés, disruptés par ces différents événements. Ce qui fait que les collaborateurs aujourd'hui ont trouvé d'autres modes pour exprimer cet humour, pour pouvoir rire avec leurs collègues. C'est tout à fait normal aujourd'hui qu'on utilise des gifs dans des réunions Teams ou Zoom pour pouvoir interagir avec autrui. Les conséquences maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une invisibilisation, c'est plutôt une alternative. Avant, on prenait le temps autour de la machine à café, pendant les pauses, pour formuler ce type d'humour. Aujourd'hui, on le fait avec d'autres biais. Ça peut être les mails, ça peut être les petits messages sur Teams. Ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui pouvaient être un peu plus inhibées par les réunions en face à face peuvent aujourd'hui, grâce aux outils technologiques et à la dimension asynchrone, préparer leurs blagues, faire de l'humour et enclencher des interactions avec autrui. Non, au contraire, moi je trouve que ça permet une autre façon de faire de l'humour, un peu plus riche, et aussi avec les gifs qu'on utilise pour exprimer soit son mécontentement ou son envie ou son étonnement. D'ailleurs, plusieurs études scientifiques sur le contenu des mails. On utilise les mails pour faire de l'humour et on peut même les utiliser pour contester, avec ironie toujours, pour contester, pour remettre en question les liens de pouvoir qu'on a avec autrui, et notamment
vis-à-vis de son management. Ok, c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec une forêt de gifs. Mais en même temps, l'humour est révélateur de l'état des relations entre collègues, je trouve. Ne pas rire à la blague d'un Dwight, qui est un peu le lèche-bot dans The Office, il en faut un, c'est afficher ouvertement qu'on ne l'aime pas. Est-ce qu'on se sert de l'humour en entreprise pour clarifier les jeux politiques internes ? Il faut savoir qu'on prend des risques quand on fait de l'humour. Hein. Et donc, attendre à ce que l'autre rit spontanément ou systématiquement à notre blague, c'est pas une équation mathématique. Je rappelle ce que nous disent nos collègues scientifiques sur la définition de ce qu'est un humour réussi. Un humour réussi, c'est 2 éléments en même temps. D'abord, quand la personne qui s'exprime, qui fait la blague, qui fait de l'humour, a l'intention de faire de l'humour. D'accord. Et deuxième point, et surtout, que l'audience, les personnes qui reçoivent la blague, l'aperçoivent comme telle. Sinon, il n'existe pas d'humour réussi selon elle. Ok, mais alors, laissons entrer Michael Scott dans la pièce. Je vais vous le citer. Une blague est forcément inappropriée, sinon ce n'est pas une blague. L'expert en RH que vous êtes, il valide ? Je suis complètement en désaccord avec ça, Kevin, que vous pouvez l'imaginer. Non, pas du tout. C'est ce que je viens de dire sur la définition de l'humour. Le cas de Michael Scott est assez emblématique. Michael Scott représente, selon moi, un manager qui est plein de bonnes intentions, mais qui est très mal formé pour faire son travail. Ce n'est pas seulement la dimension humoristique qui lui manque dans sa palette, c'est toutes les dimensions managériales. Il n'est pas très bon pour manager des conflits. Il n'est pas très bon pour former ses collaborateurs. Il n'est pas très bon pour créer une bonne ambiance au travail. Et on a malheureusement, dans la série, malheureusement pour lui, pour le personnage, des actions, des intentions qui se terminent toujours par l'opposé de ce que recherche Michael Scott. On peut avoir des Michael Scott partout, plein de bonnes intentions, qui souhaitent, il ou elle, mobiliser l'humour pour faire du bien à leurs équipes, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas tout le temps. Pourquoi ? L'humour est une question d'ajustement. L'humour est une question d'intelligence émotionnelle. L'humour aussi est une question d'intelligence situationnelle. Tout dépend du contexte. C'est une question de timing, c'est une question d'interlocuteur et c'est une question d'atmosphère. Je reviens sur l'analyse multiniveau. L'humour est toujours la partie visible de l'iceberg. Si déjà en entreprise, dans l'environnement de travail, il y a une pression sur les collaborateurs, une atmosphère délétère, on n'écoute pas les autres, on n'essaie pas de les aider, etc., etc. Vous avez parlé tout à l'heure de comportement politique, moi j'irai plus loin, d'opportunisme dans certaines organisations. L'humour ne va pas venir faire le rôle d'un petit pansement qu'on va mettre sur une grande blessure. Ça ne fonctionnera pas. Au contraire, ça va susciter des réactions de rejet de la part des collaborateurs. Ce qu'on recherche surtout, c'est qu'un manager soit authentique dans son approche. C'est pas tant l'humour, c'est comment est-ce qu'il va agir pour refléter ses valeurs, il ou elle, auprès de son équipe. Et de faire adhérer son équipe à ces valeurs-là. Donc une organisation qui rit bien, c'est une organisation qui va bien ? Pas forcément. On a des organisations où l'on va orchestrer le rire et l'humour. Il va y avoir des injonctions pour que tout le monde soit souriant. Dès qu'on croise les gens, jamais se plaindre, jamais montrer un signe de tristesse, de frustration, sourire tout le temps. On a une injonction, rire c'est bien, faire de l'humour c'est ce qu'on vous demande. Toujours sur le paraître. Encore une fois, ça peut être assez paradoxal par rapport à l'état de bien-être ou de mal-être des collaborateurs. On a aussi des organisations où tout peut bien se passer, mais on ne favorise pas l'éclosion, l'apparition de ce type d'émotions. Ça peut être la joie, le sourire, des humeurs, l'humour et ainsi de suite. On a des injonctions telles que « nous, on est sérieux ici, on ne rigole pas ». Et posez-vous la question, quand vous passez devant un service ou un département, vous entendez les collègues rire, qu'allez-vous penser ? Est-ce qu'il y a une réelle bonne ambiance ou est-ce qu'ils sont réellement sérieux ? Est-ce qu'ils font leur travail correctement ? Encore une fois, c'est le vrai paradoxe ici. Tout dépend de l'intention organisationnelle, de la culture d'entreprise, du type de valeur qu'on essaie de mettre en avant. Il ne faut pas voir l'humour comme un simple outil managérial déconnecté de ce qui se passe dans l'organisation, déconnecté de ce que font les individus. Au contraire, si on arrive à le pousser, cet humour-là, dans un environnement favorable, positif, évidemment que ça va faire son effet.
Et donc, on aura des gens qui seront épanouis, des gens qui vont sentir du bien-être. On aura des effets positifs, comme nous le montrent les recherches scientifiques, sur la performance des individus. Autrement, si on est dans de l'hypocrisie institutionnelle ou dans des injonctions contradictoires, c'est-à-dire on demande aux gens de sourire ou de faire de l'humour sans se soucier réellement de ce qu'ils pensent, et des fois faire de l'humour au détriment d'autrui, là on arrive aux limites, si vous voulez, de l'humour. J'imagine que tout le monde reconnaîtra au moins une entreprise où il a travaillé. Merci beaucoup, Amine Zerwali. Merci Kevin, merci pour l'invitation. Alors, est-ce que votre patron ressemble à Michael Scott ? Quoi qu'il en soit, prendre le travail avec un peu de légèreté est l'un des meilleurs moyens de survivre à ses collègues. Mais il y en a d'autres. Make Sense, le podcast de Scale Up Business School, y consacre tout un épisode, celui du parrain. C'est une offre qui ne se refuse pas. Alors, bonne écoute.